bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous nous intéressons au secteur automobile et plus particulièrement à sa dimension B2B. J'ai le plaisir de recevoir Julien Dubois, CEO de Partacus. Fort logiquement peu connu du grand public, Partacus est une place de marché en ligne B2B donc et indépendante d'achat-vente de pièces et de produits auto pour toutes les marques de véhicules. La plateforme offre aux garagistes un moyen de trouver et commander, simplement et rapidement, tous les produits dont ils ont besoin pour leur activité. Les distributeurs, quant à eux, bénéficient d'une meilleure et d'une plus grande exposition de leurs marques et de leurs offres. Même si les marchés B2B ont leur singularité par rapport au B2C, les fondamentaux de leur fonctionnement sont identiques. Nous allons donc organiser notre conversation autour des grands thèmes, bien sûr habituels. Partacus étant un acteur qui met en relation distributeurs de pièces détachées et garagistes, il est important que nous comprenions bien les enjeux marchés, donc la relation qui existe entre l'offre et la demande. Ensuite, nous aborderons plus précisément la proposition de valeur de Partacus et comment l'entreprise adresse son marché, bref, son rôle d'intermédiaire entre les différentes parties. Enfin, nous discuterons des enjeux de croissance et de développement de Partacus dans les prochains mois et les prochaines années. Mais avant de commencer, Julien, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci de m'accueillir aux Digital Doers et un grand bonjour et un salut cordial à tous les auditeurs des Digital Doers. Merci pour cette introduction. Moi, donc, c'est Julien Dubois, j'ai 46 ans. Quelques années, à 46 ans c'est vraiment quelques années, ça commence à faire beaucoup même, dans le commerce, dans le marketing, dans des secteurs d'ailleurs très différents de l'automobile qui est aujourd'hui le secteur de prédilection dans lequel je m'inscris, puisque j'ai travaillé dans des secteurs aussi différents que l'eau minérale, les produits d'écriture, on va revenir dessus. T'as un background, t'as commencé comme quoi? T'es un ingénieur? T'es un commercial? Je suis un commercial, j'ai fait une école de commerce, ouais. Et puis des études un peu plus poussées en marketing. Donc ouais, mon métier de base, on va dire ma culture, ma patine, c'est le marketing. Et le marketing, c'est d'abord l'étude et l'analyse et la compréhension du marché, des leviers de la consommation, des leviers des consommateurs, des leviers des clients qui font que l'offre est ou non adaptée. Si c'était aussi simple que ça se saurait, mais en tout cas, si l'offre est plus ou moins adaptée aux demandes des clients. Donc évidemment, c'est une patine qui sert dans tous les secteurs et pour plein d'initiatives que j'ai pu porter. Le marketing, tu le disais, en fait, assez justement, il est appliqué dans tous les secteurs. Quand on est en école de commerce et qu'on sort... qu'on se spécialise dans le marketing, il y a des grands acteurs très connus qui sont un peu la continuité des formations marketing. Je pense à des Unilever, des Nestlé, des Danone, des gens comme ça. Ah, tu as cité Danone. Bah voilà, ça a été mon école. Voilà. Donc, je suis passé effectivement quelques années dans l'eau minérale chez Danone, un petit peu dans l'ultra frais aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on se confronte à la réalité de la grande distribution, qui est probablement le monde le plus formateur et en même temps le plus difficile. On est confronté directement
à l'attitude du consommateur dans le rayon. Donc évidemment, la compréhension du client, la compréhension de ses leviers, la compréhension de la distribution aussi. Il ne faut pas oublier qu'une relation entre une marque et un consommateur final, entre les deux, il y a un distributeur. On pourra en reparler pour Spartacus. Donc c'est toujours une relation tripartite qu'il faut comprendre quand on s'occupe de marketer une marque, un produit, une offre, un prix, etc. etc. Donc là, on est dans des marques très connues du B2C. Tu restes chez Danone quelques années, chez Danone Waters. Tu changes sur des marques magnifiques, hein, Volvic, Evian, aromatisé en particulier, ouais. j'y tiens à Volvic avec la petite touche de fruits, j'adorais ce produit. Et puis Evian ensuite, qui est l'espèce de bâton de maréchal de tout marketeur dans le groupe Danone. Ensuite, tu continues à écrire ton histoire sans jeu de mots. Oh, joli. Tu vas rejoindre une autre grande marque française. Ouais, j'espère que je ne vais pas être rasoir en racontant cette histoire. Effectivement, j'ai bossé chez Bic sur l'écriture, sur le rasage aussi, dans le briquet, etc. Dans des contextes, là pour le coup, très très différents, parce que j'ai commencé chez Bic dans le grand export. J'ai énormément voyagé en Europe de l'Est et puis surtout en Afrique, au Moyen-Orient, pour rencontrer, là encore, les distributeurs, encore du tripartite. Vous voyez, c'est sûrement un élément important de mon parcours, entre les clients de ces pays et la marque Bic. Il y a beaucoup de distributeurs, donc c'était un marketing très très différent, pour le coup, de produits différents et de marchés très très divers, 110 marchés. Je m'occupais à l'époque Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience chez Bic, en fait Un assouplissement de mes principes. Vas-y, c'est intéressant, parce que finalement, tu as confronté ce que tu as appris en école à la réalité chez Danone, avec des marques emblématiques, tu l'as souligné. Tu passes chez Bic, tu changes quand même vachement de registre, tu passes de l'agroalimentaire à, je ne sais pas comment on définit Bic. Produits de consommation, on va produits dire. de consommation. Tu dis il y a un assouplissement finalement. C'est intéressant que tu nous dises un peu. Il y a dû y avoir aussi un changement de culture. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? L'entreprise et les produits, c'est une chose. Évidemment, on change de culture, on change d'organisation, etc. Mais ce qui a fondamentalement changé de mon point de vue, c'est que je venais de produits et d'un pays, la France, avec le groupe Danone très très processé, avec des grandes règles et des principes marketing forts. Pour arriver dans une zone géographique, 120 pays, Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique, avec des produits différents, certes, mais surtout des pays et des marchés et des consommateurs complètement différents. Donc on est obligé de remettre par terre, de casser complètement ce qu'on a appris, bien sûr de s'en servir tous les jours, mais en confrontant finalement ces principes à la réalité de 120 marchés différents. Et il n'y a honnêtement pas grand-chose à voir entre un consommateur au Kenya, un consommateur en Pologne ou au Sri Lanka. Donc c'est très intéressant de ce point de vue. Évidemment, c'est moins creusé. Quand vous avez 120 pays, vous creusez moins, vous allez moins au cœur de la motivation de tel ou tel client et vous êtes finalement beaucoup plus sur le business, sur la création de gamme, sur le pragmatisme d'une gestion marketing qui est plutôt orientée offre que orientée demande. Mais c'est très intéressant de se confronter à la diversité, en réalité, la diversité des comportements de consommateurs. Tu es resté 6 ans quand même chez Bic. Oui, alors la partie export a duré à peu près la moitié de ce temps-là. Et puis ensuite, j'ai réintégré, on va dire, une fonction plus commerciale, parce que ça me taraudait quand même d'aller au contact du client, d'aller à la négo, d'aller au client, comme on dit, comme sûrement le vétérinaire va à la vache. Je m'arrête là dans la comparaison. C'est vraiment très intéressant de se confronter directement à la négociation commerciale. Le marketing est assez loin, en fait, en réalité, dans ces grandes entreprises, du client. Quand je parle du client, c'est ce fameux intermédiaire, ce fameux distributeur entre le client final et la marque. Et donc j'ai négocié les contrats de référencement en écriture, en rasoir de Bic en France avec les grands noms de la grande distribution. Okay. Mes clients à l'époque étaient... Tu vas voir les centrales d'achat. Oui, voilà, Auchan et Intermarché étaient mes clients préférés, j'ai envie de dire. Je leur passe le bonjour s'ils m'entendent. Ouais. Où c'était vraiment passionnant sur pour le coup, des catégories très différentes. Vous ne traitez pas du tout de la même façon l'hygiène beauté et les produits d'écriture. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas les mêmes acheteurs, ce n'est pas les mêmes leviers. Donc ça nécessite une vraie gymnastique, une vraie souplesse, et puis un nouveau métier pour moi, la négociation. Et c'est passionnant, j'encourage tous les étudiants en école de commerce, et même d'ailleurs plus largement, à se colter un jour ou l'autre à la négociation directe et face-to-face avec les clients. Je dis face-to-face, j'aurais dû dire face-à-face, on n'est pas obligé d'utiliser des mots anglais à chaque fois quand même. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu finis par partir de Bic, on est en 2008, juste pour remettre un contexte,
temps dans ton histoire. Fin 2008, tu pars de BIC. Avant d'arriver, je fais volontairement ça. Je regarde ton LinkedIn. En fait, avant d'arriver chez Speedy, parce que c'est va être un peu la passerelle avec Spartacus quelque part, tu as deux expériences qui sont très différentes l'une de l'autre. Enfin, du moins dans la. Elles ont un point commun, elles sont courtes toutes les deux. Alors c'est ça. Alors ouais, c'est ça. C'est deux expériences courtes. C'est ce qui les réunit. Mais alors dans des secteurs qui ont rien à voir. Seb, Nouvelle Frontière. L'électroménager, le voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que Seb est une boîte magnifique, que Oui, beaucoup des ça. auditeurs connaissent, et magnifique par son approche de l'innovation. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Je ne vais pas passer par quatre chemins. C'est pas l'attrait particulier pour l'électroménager. C'est cette capacité qu'a cette boîte française, ce groupe français, à gérer l'innovation, à apporter de la valeur à un marché qui, pour un certain nombre de segments, je prends l'exemple de la bouilloire électrique par exemple, est un marché de pure commodité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des bouilloires électriques à 10 euros chez Carrefour qui viennent de Chine. Enfin, je veux dire, on ne répare plus ce genre de produits, on les remplace. Je veux dire, avec tous les désagréments, notamment environnementaux, que ça peut représenter. Et ce qui est très intéressant, je ne parle pas d'environnement à proprement parler, mais ce qui est très intéressant sur l'innovation, c'est que Seb, malgré tout, avec des usines en France, pas que, mais avec en particulier des usines en France, et en tout cas avec tout le savoir-faire, toute l'innovation, tous les laboratoires en France, a réussi à apporter sur plein de segments de la valeur d'innovation, de la valeur client, de la valeur d'usage sur le marché. Et c'est ce qui m'a intéressé de savoir et de comprendre comment un groupe comme celui-là a réussi finalement sa mue, en tout cas a réussi à résister à la vague des produits venus d'Extrême-Orient en particulier, par la gestion de l'innovation. Et c'était de l'innovation bien souvent marketing, c'est-à-dire au sens où l'innovation était technique, mais la source même du besoin, elle venait de l'analyse du client, elle venait de l'analyse des consommateurs. Seb, c'est une boîte de marketing extraordinaire, avec des ingénieurs incroyables pour répondre aux demandes faites par le marketing. Donc ça m'a beaucoup intéressé, pour des raisons, on va dire, strictement personnelles. J'ai dû quitter cette boîte qui a déménagé ses sièges, etc., et qui est partie en province, puisque C'est une boîte lyonnaise. c'est une boîte, alors le siège est lyonnais, le siège du groupe Seb est lyonnais, mais la boîte Seb, ça veut dire d'ailleurs Société d'emboutissage de Bourgogne, donc comme son nom l'indique, c'est une boîte bourguignonne, au nord de Dijon. Et précisément, le siège qui était à Paris à la Défense a déménagé au nord de Dijon. Et Bon. j'adore la Bourgogne, j'adore aussi le Bourgogne, mais j'étais pas prêt à aller m'y installer. Jusque-là, il était allé chez Nouvelle Frontière. Et du coup, je suis allé chez Nouvelle Frontière. J'ai fait un court voyage chez Nouvelle Frontière, si tu me passes l'astuce. Et là, bon voilà, ça s'appelle, je pense, la malchance. C'est-à-dire, je suis arrivé en 2010 chez Nouvelle Frontière, dont les destinations numéro 1, 2 et 5 étaient à l'époque le Maroc, la Tunisie et j'en oublie un, c'est pas grave, et début 2011, les printemps arabes. Donc ça a été, là on parle aujourd'hui de la crise du tourisme, mais 2011 a été une crise absolument colossale du secteur touristique, en particulier des tours opérateurs qui organisent des voyages, des tours opérateurs anglais et allemands, et Nouvelle Frontière fait partie du groupe TUI allemand qui envoie énormément de gens en Afrique du Nord. Et donc ça a été une catastrophe pour l'ensemble de ces entreprises. Et donc je suis parti En février 2012. Là, après presque à peine un an en fait passé à la direction marketing de Nouvelle Frontière, qui est une marque magnifique, qui malheureusement est un petit peu aujourd'hui mise sous un voile pudique. Mais c'est une marque extraordinaire. Les marques m'intéressent. Je pense que tu l'auras compris. Oui, bien et, sûr. et les auditeurs l'auront compris. Les marques m'intéressent, et la marque Nouvelle Frontière, c'est une marque qui a des choses, qui a un pied dans un patrimoine français. C'est une marque qui a beaucoup parlé, avec une voix emblématique qui l'a fondée et qui parle, qui est une grande gueule, à proprement parler, puisqu'il participe même à cette émission sur RMC. Et ce fondateur-là, il a toujours porté une force dans cette marque qui malheureusement depuis quelques années a été un petit peu dévoyée. Mais je trouve qu'il y a des actifs de marque en France, partout dans le monde, mais des actifs de marque qu'il faut réussir à réactiver, parfois à ressusciter. Bon, merci pour ça. Tu passes pour ces explications. Tu passes en 2012. Tu commences d'ailleurs l'année comme ça en arrivant chez Speedy, directeur marketing et communication. Et là, tu y restes quelques années quand même. Speedy, ça aussi, c'est une marque.
c'est là où tu découvres le secteur automobile, quelque part. Absolument, et ça se passe par hasard, hein. Comme bien souvent, les belles histoires commencent par une belle rencontre. Donc je rencontre par pur hasard le président de Speedy d'alors, Jacques Le Foll, qui, fin 2011, fomente le projet de racheter Speedy au fonds d'investissement, ou plus exactement à l'acteur japonais qui vient de le racheter. Donc Speedy est passé dans les mains de plusieurs fonds d'investissement. Et à l'occasion de la revente, ce groupe japonais de pneumaticiens, Speedy, qui faisait partie d'un plus grand groupe, Quick Fit, est mis à la vente. Et donc Jacques Le Foll monte un dossier, construit un dossier de reprise avec une banque et s'entoure d'un certain nombre de managers pour embarquer ce projet, dont je suis en fait suite à cette rencontre. Il m'embarque dans l'aventure. Donc Speedy, c'est pas seulement mon premier contact avec l'industrie automobile, c'est aussi et surtout, et c'est comme ça que je le retiens, mon premier projet entrepreneurial. Je suis pas seulement manager, je suis actionnaire d'une entreprise en reprise qui est dans le rouge et qu'il va falloir rapidement remettre dans le vert avec un projet de revalorisation et un projet de management d'entreprise très important. Deux mots sur Speedy, parce que c'est évidemment une expérience pour moi qui a été absolument structurante, et pour l'équipe de management de l'époque. On est parti à 8 repreneurs, à 8 managers de Speedy. Speedy, c'est 1800 salariés, un réseau pour moitié de filiales et pour moitié de franchises. Ah oui, en propre, la moitié du réseau. Voilà, exactement. Donc un réseau intéressant et on va dire à la main, en tout cas pilotable depuis le siège, Ouais. avec des politiques qui sont suivies de fait, au contraire de parfois certains réseaux de purs franchisés. Donc un réseau passionnant, mais un réseau qu'il fallait relancer. Et relancer non pas par, on va dire, des indicateurs financiers simples, c'est-à-dire que les fonds d'investissement étaient passés par là. Donc ce qu'il y avait à gratter, je peux vous assurer que ça avait été gratté. Donc il n'y avait rien de facile, et je mets des guillemets, il faut bien l'entendre. Il n'y avait rien de facile, il n'y avait pas d'immobilier à vendre, il n'y avait pas de coûts à couper facile, etc. Donc c'est tout simple. Pour relancer une entreprise comme celle-là, il faut revenir au concret, à l'opérationnel, au levier client, au levier business, qui font que vous vous en sortez ou vous n'en sortez pas à la fin du mois. Et donc ça a été un travail de reprise de l'ensemble des fondamentaux du métier d'un garagiste, du métier d'un fast-fitter, qui est un garagiste un peu particulier. Fast-fitter, un réparateur rapide, pardon. Donc typiquement les Speedy, Midas, qui aujourd'hui sont capables de traiter de nombreuses voitures dans la journée sur des prestations, on va dire entre guillemets, simples. Et on est revenu à des fondamentaux, on a innové, on a beaucoup investi sur le service au client et la satisfaction de notre clientèle, recommuniqué, redorer le blason et la notoriété de la marque, pour finalement, 5 ans plus tard, à peine, être revenu bien sûr dans le vert depuis le deuxième exercice et revendre l'entreprise en bien meilleure santé au groupe Bridgestone, qui est le numéro 1 mondial du pneumatique. Donc qui a vu dans Speedy la valeur de ce qu'on y avait apporté, évidemment, et puis bien évidemment toutes les synergies qu'un pneumaticien, qu'un fabricant de pneus peut imaginer dans un réseau de distribution et un réseau de réparation. Ouais, c'est une super expérience, parce qu'en fait, t'es confronté... tu t'es confronté au monde du garagiste dans une certaine mesure. Tu as le monde automobile dans sa globalité, ce secteur-là. Et puis, tu as fait un marketing qui était quand même un marketing qui reste B2C quand même. Oui, alors bien sûr. C'est-à-dire que Speedy, c'est probablement dans le monde de l'entretien automobile la marque la plus connue. Ou une des marques les plus connues, avec ces personnes qui écouteraient. À ce titre, vous avez des responsabilités. Et l'image qui est derrière et les éléments d'image qui se construisent dans la tête des auditeurs, des téléspectateurs et encore plus des prospects et des clients, c'est fondamental de bien la piloter. Speedy avait été... abîmé comme beaucoup de marques dans le passé. Donc on a tenté de redorer le blason de Speedy par un axe tout simple et presque évident quand vous êtes une marque de retail, et de service, pas que de retail, de service, c'est la satisfaction et le service de votre client. Le service au client, ça a été notre seul credo. On a d'ailleurs, et Speedy continue d'ailleurs d'être élu année après année service client de l'année
pour son contact téléphonique à distance, etc. Et dans les centres, on a mis un accent très important pour que l'ensemble du réseau travaille dans le bon sens, la satisfaction du client, dans le bon sens. Donc des baromètres de satisfaction, etc. Donc on a interrogé, on est revenu vers le client en permanence. Et tu disais c'est B2C, bien sûr, c'est un marketing très B2C. Mais ce qui est fondamental pour comprendre et pour piloter une entreprise comme Speedy, c'est comment on comprend et on pilote le réseau. C'est-à-dire que le contact avec ton client, c'est JP, David et Eric qui sont dans les centres de Blois, de Laval et de Paris 16 qui le traitent. Et donc, c'est un management de la qualité qui doit absolument embarquer les équipes des centres intégrés et des centres franchisés qui, eux, sont au contact du client. Il y a autant, finalement, de propositions de services que de centres. Il y a 500 centres. Donc, réussir à avoir des principes communs, un ton commun, en tout cas un souci partagé par tous de l'expérience client, ça a été un vrai challenge. Je crois sincèrement, et ce n'est pas seulement parce que c'est une œuvre collective, donc j'envoie de fleurs à personne, mais je crois qu'on a réussi un coup assez fameux sur le sujet. La culture du client, elle était chez Speedy, on ne l'a pas inventée. En revanche, elle a eu besoin d'être redorée. On a eu besoin d'y mettre de la fierté. Et je crois qu'aujourd'hui, le réseau Speedy ressent de la fierté. Les chefs de centre, les techniciens ressentent de la fierté quand on publie leurs notes de satisfaction, quand le réseau est élu service client de l'année, etc. Et ça, c'est très important pour embarquer toute une équipe. Bah, écoute, je vais aller dans ton sens et donner une anecdote. Il y a de ça 2 ans, je pensais que les plaquettes de frein de ma voiture étaient à changer. Et, donc chez Speedy. Et je vais chez Speedy, dans le 15e, à Paris. Et puis je prends le rendez-vous pour les changer, quoi. Et puis je reviens, et puis je reçois un coup de fil. Et le mec me dit, en fait, monsieur, vos plaquettes, il n'y a pas besoin de les changer. Elles sont encore bonnes. Vous pouvez venir chercher votre voiture. Et le mec a été honnête. Je pensais qu'il fallait changer les plaquettes. Je prends un rendez-vous sur Internet pour apporter ma voiture pour qu'on puisse changer les plaquettes. Je n'allais pas lui demander de me montrer les anciennes plaquettes. Il aurait pu les changer. Et il ne l'a pas fait. Et j'ai trouvé ça tellement génial que je suis sûr que quand je vais devoir changer les plaquettes, je retournerai dans ce point. Mais ça, là, tu viens d'édicter une loi. C'est une loi. Et ce qui est incroyable, c'est que tu trouves ça génial. Bah, c'est-à-dire que tu trouves ça génial parce que tu t'attendais exactement à l'inverse. À l'inverse, oui, mais tu vas être d'accord avec moi pour dire que dans l'imaginaire collectif, le garagiste, il va t'avoir parce que tu n'y connais rien. Mais c'est évident, et c'est ce que les études montrent. On a fait des études, entre parenthèses, on n'avait pas besoin de les faire pour le savoir, mais on les a faites quand même, et qui montrent que le garagiste, il est perçu comme un professionnel malhonnête. Le garagiste est un voleur. Évidemment, il y a des guillemets dans ce que je dis. Mais, et quand on s'occupe d'une marque, quand on est garagiste indépendant, on prouve au jour le jour à ses clients fidèles, à la ville, à la petite ville, au quartier auquel on appartient, qu'on est un bon professionnel. Et c'est comme ça qu'on construit sa réputation. Et bien souvent, en fait, les études nous ont appris ça quand même, c'est que les gens disent « les garagistes sont des voleurs », mon garagiste est un mec de confiance. Et la différence entre les garagistes et mon garagiste, la différence entre la généralité et le cas particulier, il est incroyable dans ce métier. Donc en réalité, chacun connaît ou a, notamment dans les petites villes, un peu moins peut-être à Paris, en région parisienne, mais un garagiste qui connaît, que je connais, il y est attaché ou que et fidèle. quelqu'un m'a indiqué qui est fidèle, j'y suis fidèle parce qu'il est honnête. Ouais. Et la réalité, quand vous traitez une marque comme Speedy, là vous êtes dans une autre problématique. Vous n'êtes pas un garage, vous êtes 500 garages. Donc comment vous traitez le sujet de l'honnêteté, de la malhonnêteté, en sachant pertinemment que dans les 500, vous n'atteindrez jamais 500 garagistes honnêtes. Jamais. Et c'est pas faire injure au réseau Speedy que de dire ça. Jamais. Donc il est fondamental d'orienter, d'évangéliser l'ensemble de votre réseau à des principes simples de service au client. Et l'honnêteté, c'est le principe de base, c'est le socle, bien évidemment. Mais c'est en parlant du reste, des attentes bonus, de ce qui va créer la sursatisfaction chez le client, que finalement vous embarquez, vous engagez l'ensemble de la communauté des garagistes Speedy. Et j'ai remis le mot à l'honneur chez Speedy, parce qu'évidemment, personne n'aimait ce mot de garagiste, parce qu'il voulait dire autre chose qu'un métier. Parce que je pense fondamentalement que
ils doivent tous être reconnus dans leur expertise technique et ils doivent tous mériter d'être reconnus s'ils sont honnêtes. Bon, écoute, merci pour ce détail. On est rentré déjà, en fait, on est en train de rentrer de plein pied dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui plus particulièrement, qui est celui donc de Partacus. On va revenir en détail sur Partacus. On a déjà parlé client. Bon, bref, en fait, marché. Avant qu'on aille vraiment dans le détail de Partacus, tu vas nous faire une petite ligne de pitch pour dire, voilà, Partacus, c'est ça. Et après, on va revenir sur le marché de Partacus et tu vas nous donner des éléments de compréhension de son fonctionnement, la répartition des rôles entre un garagiste et un distributeur principalement. Je te donne la parole. Oui, alors Partacus, c'est la première place de marché dédiée aux garagistes. Voilà. Ça, c'est, on va dire, c'est pas le pitch, c'est le la titre. baseline. La baseline, la première place de marché dédiée aux garagistes. Ça peut paraître un peu simple, un peu basique. Des places de marché, il en existe surtout. Voilà, elles n'existaient pas pour les garagistes. Donc, on est du B2B et on donne accès au garagiste à tout ce dont il a besoin pour son métier. Alors, on ne va pas lui proposer des tomates et des carottes, on va lui proposer des plaquettes de frein, des pneus, de l'huile, de l'équipement de garage, de l'outillage, des pièces d'origine ou compatibles, des pièces d'occasion, des pièces remanufacturées, issues de l'économie circulaire. Bref, tout ce dont il a besoin. Il reçoit une voiture qu'il a à réparer, parce qu'en fait, quand même, un garagiste, ça répare des voitures, ça les entretient, ça les répare. Il y a une voiture accidentée, il a besoin de pièces pour la réparer, et grâce à ta plateforme, il va pouvoir trouver dessus les pièces qu'il lui faut. Oui, et en très peu de temps. Et tu viens de dire, un garagiste, c'est là pour réparer des voitures. Oui. Et quand on regarde aujourd'hui la façon dont travaille un garagiste, n'importe quel garagiste, c'est qu'il, certes, il répare des voitures, mais il passe aussi énormément de temps, et en tout cas beaucoup trop, et ça c'est notre constat, à utiliser, chercher les pièces, utiliser les outils digitaux ou appeler des distributeurs au téléphone pour trouver la pièce dont il a besoin, l'identifier déjà, parce que c'est une complexité incroyable, la donnée technique automobile. Exactement, génial. On rentre dans le marché. Donc en fait, le marché, il y a le garagiste. Oui. On va dire que lui, c'est la demande. Il a besoin, et tu vas aller plus loin dans tes explications, mais lui, il a des besoins. Il a des besoins de se fournir pour avoir des pièces détachées, appelons ça comme ça, neuves ou reconditionnées. Puisqu'on est quand même de plus en plus dans cette économie circulaire, peut-être que tu auras d'ailleurs des sujets à développer sur ça. Il y a ça, il y a cette demande. Et puis, de l'autre côté, donc, il y a l'offre. Il faut sourcer tout ça. Et il y a ces distributeurs. Alors, avant Partacus, comment tout ça s'organisait ? C'était quoi ? Et comment ça fonctionnait ? La place de marché existe. Le garagiste, aujourd'hui, sa place de marché, ça s'appelle le téléphone. Et son PC sur lequel 15 onglets sont ouverts en permanence pour aller chercher chez l'un ou chez l'autre la pièce dont il a besoin. Parce que le problème ne se pose pas quand il appelle son distributeur habituel, celui avec lequel il a un contrat, qui dit « j'ai besoin de la plaquette de frein Clio », et le gars lui dit « oui, c'est bon, je l'ai en stock, je te l'envoie dans 2 heures ». Il n'y a pas besoin d'une marketplace. Ouais, attends, c'est important ce que tu es en train de souligner, parce que même si je connais un peu le système, parce qu'un garagiste me l'a expliqué, tu viens de donner une notion qui est clé. C'est-à-dire que le garagiste, il travaille dans un réseau local. C'est-à-dire que son distributeur, il n'est pas à 500 km. Il va passer des coups de fil parce qu'il va essayer de se dépanner dans un réseau local entre distributeurs et aussi entre garagistes pour savoir si la pièce machin truc pour tel type de voiture est en stock ou pas. Absolument. Ça, c'est valable pour la pièce. C'est un peu moins valable pour les autres produits. Il y a des produits qu'il achète un peu moins régulièrement, comme le pneumatique, l'outillage, etc., où parfois il fait venir ça de très très loin, alors que même le stock existe à proximité. Mais oui, sur la pièce indépendante, la pièce d'origine, etc., le garagiste a besoin, c'est le cas d'usage normatif, a besoin de la pièce dans les 2 à 4 heures pour être en mesure de réparer la voiture qui est dans son atelier et qu'il doit rendre au client le soir. C'est ça le cas d'usage sur lequel on s'est positionné, parce que c'est le cas d'usage le plus régulier, plus fréquent. Donc, ce qui veut dire que la distribution s'est organisée. Et aujourd'hui, en France, vous avez à peu près 4000 espaces de stockage de pièces, des gens qui sont capables de stocker et de vendre des pièces automobiles. Donc 4000, ça veut dire que le maillage du territoire, il est là. Et les garagistes travaillent avec les acteurs locaux pour bénéficier de cette rapidité de livraison.
Le problème, c'est que ces différents acteurs locaux sont tous indépendants, ont tous des canaux de commande et d'accès à l'information différents, ont tous des conditions tarifaires différentes, et c'est la jungle pour le Il garagiste. n'y a pas des réseaux de distributeurs? Bien sûr, bien sûr. Il y a des réseaux de distributeurs, des réseaux qui s'appellent autodistribution, des réseaux qui s'appellent Alliance Automotive Group, qui sont des énormes machines. Et quand un garagiste entre dans une machine comme celle-là, il entre dans un système cloisonné, dans un système verticalisé. Ce qui veut dire que tout l'intérêt d'un distributeur qui fait partie de ces grands réseaux, c'est que le garagiste achète 100% de ses pièces chez lui. Or, il n'a pas 100%, il ne couvre pas 100% des besoins du garagiste. Donc, ils mettent en place des contrats, ils mettent en place des systèmes d'incentives, notamment de discount, etc., plutôt bien faits, avec des remises de fin d'année, des choses comme ça, qui finalement emprisonnent, pour le dire un petit peu négativement, en tout cas rend captif le garagiste dans un modèle. Rappelle-nous le nombre de garagistes en France. Il y a 36 000 garagistes à peu près en France. À peu près un par commune. Ouais, tiens, ouais, exactement. Alors la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de communes dans lesquelles il n'y a plus de garagistes, mais effectivement, il y a un maillage avec des garagistes qui, notamment dans les milieux ruraux, qui sont présents et qui sont des acteurs de proximité très importants pour les gens qui utilisent leur voiture au quotidien. Donc ces garagistes-là, aujourd'hui, finalement, vous avez deux cas de figure pour un garagiste. Soit il signe un contrat avec un grand distributeur, il s'enferme dans ce contrat et il bénéficie de la couverture de stock de ce distributeur. Ça veut dire qu'il s'interdit d'aller acheter? Non, il ne s'interdit pas. Mais il est tellement vivement encouragé à acheter chez le distributeur qu'en réalité, à la fin, il se l'interdit. D'accord. Donc il perd une part de sa liberté d'approvisionnement et en tout cas de sa liberté de choix puisqu'il va avoir on va dire un comportement presque automatique à commander chez le même distributeur. Comment le distributeur fait pour l'emprisonner? Un contrat de condition, Cyril. C'est-à-dire que si tu as tout intérêt à commander des volumes et des volumes et des volumes chez le même distributeur, parce qu'à la fin de l'année, tu auras une remise de fin d'année, qui parfois est totalement symbolique, mais elle existe, de fait, le garagiste va consolider ses commandes chez le distributeur. Je serai distributeur, je ferai ce genre de contrat auprès des garagistes. Évidemment, je comprends la logique et ça n'a rien ni d'illégal ni d'immoral. C'est la logique même des affaires. Après, le garagiste, le problème, c'est que il répare des voitures et donc il n'a pas beaucoup de temps pour gérer ses approvisionnements. Et bien souvent, avoir finalement un contrat stable avec un distributeur, ça lui apporte la certitude de récupérer dans 80% des cas la pièce dont il a besoin sans avoir à s'en occuper. Mais au prix d'une part de sa liberté. C'est-à-dire qu'il ne va plus commencer à regarder et à interroger d'autres distributeurs sur telle ou telle pièce qui peut... Ça veut dire que potentiellement, en fait, il n'a pas le meilleur prix. C'est sûr. C'est ça. Ça, c'est sûr. Potentiellement, comme tu dis, effectivement. Il n'a pas forcément le meilleur prix. Mais il ne regarde plus. Voilà. Il a perdu, ou il a laissé partir d'ailleurs. Il n'est pas bloqué contractuellement, mais il a laissé partir une part de sa liberté, une part de son libre arbitre dans le choix de son sourcing. Mais finalement, il n'a pas complètement tort. Puisque retrouver sa liberté, c'est le deuxième scénario, c'est passer 20 minutes de son temps à chaque fois qu'une voiture rentre pour aller chercher les pièces au bon endroit, appeler les différents acteurs, faire son petit appel d'offres et sa petite recherche de pièces autour de lui. Alors, parce que raconte-nous, un garage moyen, c'est combien de personnes? Comment ça s'organise? Parce qu'il y a tout type de taille de garage. Entre le garage rural à une personne et la grande concession Renault en région parisienne, où tu peux avoir jusqu'à 50 personnes ou 30 personnes dans l'atelier, effectivement, il y a une grande diversité. Un garage moyen, ceux qui sont, on va dire, les garages à proprement parler, je mets à part les concessions et les grands centres auto, c'est entre 3 et 5 personnes. Okay. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le patron du garage, il travaille sur les voitures. Ça, c'est la réalité. Vous n'avez pas des chefs d'atelier qui ne font que de l'administratif et du management d'équipe, c'est que dans les grandes structures. Donc un garage, c'est un patron d'atelier, un patron de l'entreprise qui travaille sur les voitures. Donc personne n'a de temps à perdre à rechercher sa pièce, à identifier, à ouvrir des catalogues, à ouvrir les sites internet ou à prendre son téléphone pour appeler 10 distributeurs pour avoir la meilleure offre. Donc l'enjeu de la technologie qu'on propose, l'enjeu de Partacus, c'est précisément par la technologie, ramener l'ensemble des stocks et des informations stock et prix de la distribution locale et nationale pour que le garagiste puisse faire en un clic. Et là, pour le coup, en 2 minutes, son choix parmi les offres. Et parmi les offres, il y a celles avec des distributeurs avec lesquels il a un contrat. On ne rejette personne. Donc c'est lui redonner à la fois de la liberté, en tout cas lui permettre de faire sa recherche et presque son appel d'offres à chaque fois qu'il a un besoin.
Donc là, en fait, sans y perdre prenons du le temps. cas d'usage. On est concrètement dans l'atelier d'un garagiste. Le garagiste démonte une partie du moteur pour aller réparer quelque chose et il se rend compte qu'il y a une pièce qui a changé. En plus, il ne l'avait pas prévu, il a besoin. J'imagine que c'est un cas d'usage typique. Bien sûr. Et donc, il l'a pas en stock. Qu'est-ce qu'il fait avec Partacus? Alors, il se connecte sur Partacus, il rentre la Et plaque d'immatriculation. en fait, il est là-dessus, il est sur son portable, je monte mon téléphone, ou Il a- il est il sur a- son écran de Il a deux l'ordinateur? possibilités. Il est technicien dans l'atelier face à la voiture, il prend son téléphone portable et l'appli Partacus. Il est dans le bureau, là où il y a le PC, il ouvre son PC, il va sur le site Partacus. Dans les deux cas, on est sur des process très très simples, encore plus simples sur l'appli mobile, qui consiste à saisir la plaque d'immatriculation du voiture, seulement la plaque d'immatriculation du voiture, sur le web comme sur le mobile. Sur le mobile, il peut aussi la prendre en photo. Je prends en photo la plaque d'immatriculation et le véhicule est immédiatement identifié. C'est le bon véhicule. Et derrière, il va dire j'ai besoin d'injecteurs sur ce véhicule. Voilà, par exemple. Et donc, on va lui afficher, donc en 2 clics, la page de résultats qui va lui proposer toutes les offres pertinentes pour un injecteur pour cette voiture. Dans ces 2 clics, il y a énormément de travail et de technologies qui sont rentrées en ligne de compte chez nous en back-office. Pourquoi ? Parce que forcément, on s'interface avec de la donnée technique. La complexité de la donnée technique, elle est dingue en France, en Europe. La fiabilité de la donnée technique, elle est incroyablement basse en France. Définis-nous ce que La c'est donnée qu'une technique, donnée c'est technique. comment je passe d'un véhicule à la pièce dont j'ai besoin. Comment je m'assure de commander la bonne pièce pour ce véhicule. Il y a une diversité dingue. Je veux dire que tu prends une Clio, le même modèle, le même moteur, le même machin, d'une date à l'autre de fabrication à l'usine, c'est pas la même plaquette de frein, c'est pas le même disque de frein. Ils ont changé telle pièce, etc. Si tu n'as pas cette information-là, donc si les catalogues, si les bases de données techniques ne t'apportent pas une information fiable sur le sujet, tu peux avoir un doute sur cette Clio, est-ce que c'est la plaquette de frein A ou la plaquette de frein B ? Et Ces bases de données, elles existent, elles sont centralisées. il y a des bases de données qui existent. Aucune d'entre elles, prise indépendamment, n'est aujourd'hui suffisamment fiable pour couvrir l'ensemble du parc automobile et l'ensemble des besoins des garagistes. D'accord. Ce qui veut dire que si un garagiste veut avoir une information fiable, il est obligé d'acheter plusieurs sources de données, ce que personne ne fait parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est ce qu'on a fait. On achète plusieurs bases de données et ensuite on pose sur cette base de données des principes d'algorithme et de data science et de machine learning. On a une équipe de 6 personnes dédiées à cette analyse de la donnée qui va venir croiser et surtout scorer les données qu'on achète à l'extérieur. On ne crée pas de données techniques, on va l'acheter ailleurs. Bon, elle vient des équipementiers, elle vient des D'où constructeurs. le mot elle vient des pertinent, en fait. Quand tu viens tout à l'heure de dire, on va afficher les résultats pertinents Absolument. pour le modèle de voiture. Je prends un exemple, je ne vais pas rentrer dans la technique trop loin, mais aujourd'hui, un garagiste qui utilise un catalogue du marché classique, je ne vais pas citer de nom, bien souvent, pour un véhicule donné, pour les plaquettes de frein, il va avoir 3 possibilités. C'est-à-dire, on va te dire, c'est pas 3 marques, des dizaines de marques, mais au sein de ces marques, 3 montages, 3 types de plaquettes différents, qui ont une petite différence l'une avec l'autre. Il y en a un, elle est un petit peu plus large, l'autre, elle est un petit peu plus épaisse, etc. Ce qui veut dire que ces 3-là, il n'y en a qu'une qui se monte sur le véhicule qu'il a dans son atelier, pas les 3. Mais le catalogue lui renvoie, pour cette voiture, ta plaquette de frein, c'est la A, potentiellement la B ou la C. voilà, c'est Et donc, l'une de ces 3-là. Le garagiste est confronté à ça, soit il a l'expérience, c'est-à-dire qu'il a déjà vu ce même véhicule. Il sait que ce sera la C. Et il sait que ce sera la C, ou alors, d'ailleurs, bien souvent, il pense que ce sera la C, il y a 90% de chances que ce soit celle-là, et il peut se tromper. Soit il n'a pas l'expérience ou il ne veut pas se tromper, et qu'est-ce qu'il fait ? Il commande ces 3 pièces au distributeur, et il lui renvoie les 2 pièces quand il a testé le montage sur la voiture. D'accord. Donc Du il coup, fait taux de retour, de l'avance de trésorerie. Et surtout, il y a du taux de retour avec le distributeur. Les retours sont gratuits, alors le garagiste, il s'en fout, vous allez me dire, sauf que c'est un coût colossal. Bref, l'industrie a beaucoup à gagner à avoir une information technique beaucoup plus fiable et des résultats directs. Notre Graal, à nous, c'est une pièce unique renvoyée pour une application sur un véhicule de garagiste. Et ça, c'est un sacré boulot d'analyse de la donnée et de scoring des données qu'on Donc achète. on n'imaginait pas, mais finalement, Partacus, c'est une entreprise qui est data-driven. Voilà. Et en input, c'est ce dont je vous parlais, et puis on pourra parler des données output qui, elles, sont très très importantes pour nos clients partenaires, pour nos distributeurs. Vas-y. C'est une place de marché. Donc une place de marché, c'est une étude de marché en live. La réalité, c'est que toutes les requêtes, toutes les transactions, bien sûr, qui sont réalisées sur la plateforme
génère une intelligence du marché. On est capable d'analyser en live le comportement des garagistes. Et je peux vous dire qu'un distributeur, un équipementier, un constructeur, etc., sont aujourd'hui, sur ce marché de la prévente automobile, presque aveugles sur le comportement des consommateurs. Un distributeur, comment il construit son stock aujourd'hui dans telle ou telle région? Il le construit sur l'historique. Bon, l'année dernière, j'ai vendu 3 plaquettes de ce modèle-là. Je vais en stocker 3 cette année. Mais évidemment, les besoins évoluent. Il a une vision de ses ventes. Il n'a pas une vision de la demande du client. Or, il a raté des ventes l'année dernière. Donc, tout l'enjeu, c'est d'apporter aux distributeurs une vision de ce que demandent les clients professionnels, les garagistes, et qui peuvent parfois pas couvrir. Donc, on va, grâce à cette data, aller voir nos distributeurs partenaires en disant « Nous, on pense qu'il faudrait que tu stockes telle et telle référence, en plus de ta gamme actuelle. Nous, on pense qu'il faudrait que tu rentres telle marque. Et nous, on pense que ton prix sur telle catégorie de produits, tu devrais le baisser un petit peu. Et ton prix sur telle catégorie de produits, tu pourrais l'augmenter un petit peu. » Ça, c'est, on va dire, l'apport, la valeur ajoutée que l'analyse de la donnée comportementale des garagistes va apporter aux distributeurs. Et je peux vous dire qu'ils en sont... je peux te dire qu'ils en sont friands. Ouais. Parce qu'encore une fois, ils sont assez aveugles sur ce marché. Comment vous avez construit en fait votre offre? Il y a un besoin d'offres, il y a une demande. Comment, j'imagine que c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule avec les places de marché. Tu as besoin de sourcer, sinon tu peux pas aller voir les garagistes. Et si tu vas sourcer sans avoir des garagistes, les distributeurs vont dire enfin t'es mignon, mais t'as pas de clients. Comment vous avez organisé cette construction en fait de l'offre et de la demande sur cette place de marché? C'est notre grand challenge. Et pour être tout à fait transparent, c'est probablement notre première difficulté. Être en mesure de déployer vers les garages au bon moment. On a eu des expériences un peu malheureuses sur certaines régions, c'est-à-dire où tu commences à déployer vers les garages trop tôt, où finalement l'offre n'est pas suffisamment diverse, n'est pas suffisamment riche, et donc la valeur pour le client, la valeur de ton produit pour le client n'est pas suffisante. Donc on apprend en marchant. Ça c'est probablement le propre. Parce qu'en fait, vous êtes live depuis quelle date? On est live, on va dire, depuis le début de l'année. Mais la réalité du déploiement garagiste, on a attendu la fin du confinement. Malheureusement, a été stoppé. On devait commencer début mars le déploiement garagiste, donc en France et en Espagne. Donc finalement, on a commencé début juin le déploiement garage en France et en Espagne. Et quand je dis en France et en Espagne, c'est pas sur tout le territoire, c'est région par région, puisque un élément clé, mais tu l'as dit, c'est le service, c'est la livraison en 2 heures. La livraison à 2 heures, quand un distributeur à Lille, il peut pas livrer en 2 heures à Marseille, ça, tout le monde l'aura compris. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on rentre une offre non seulement diverse en termes de type de produit, mais aussi une offre diverse en termes de maillage géographique. Les meilleurs acteurs pour aujourd'hui apporter aux garagistes ce qu'ils attendent en termes de pièces sont des distributeurs qui couvrent un département, un demi-département, qui livrent 4 fois par jour, qui ont le sourcing, qui sont capables d'apporter un service très très personnalisé aux garagistes. Le service, c'est la livraison rapide, mais c'est aussi répondre au téléphone, l'aider à l'identification de la pièce, faire les retours quand il y a un problème, le livrer en scooter à 17h quand le gars est en panique. C'est ça les vrais bons professionnels. Et c'est les professionnels des territoires qui couvrent des petites zones. Du coup, c'est beaucoup de professionnels, beaucoup de systèmes à interfacer sur Partacus, beaucoup de systèmes hétérogènes. On a développé une vraie expertise technologique sur le middleware, sur la capacité à interfacer des systèmes externes. Donc ça fait partie de notre savoir-faire. Mais forcément, notre bottleneck, il est sur l'intégration de ces très nombreuses sociétés. On juge que pour la pièce seule, il nous faudrait, je ne parle même pas de pièce d'origine, il nous faudrait 3 à 400 distributeurs, il nous faudra 3 à 400 distributeurs pour couvrir le territoire français. Alors, donc forcément, c'est un gros travail. Vous avez une stratégie, et tu as commencé à le dire, qui est finalement une stratégie de zone géographique. Ouais, on fait c'est vrai que je ne l'avais pas identifié comme ça. Donc vous avez identifié un territoire, par exemple. Là, on est PACA, Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Grand Ouest. Ça, c'est nos zones aujourd'hui. Rhône-Alpes, c'est grand. Ouais. C'est déjà grand. Ouais. Je prends Rhône-Alpes, je suis issu de la région Rhône-Alpes, alors au pif, je prends cette région-là. Vous faites comment? C'est-à-dire, vous prenez votre bâton de pèlerin et puis vous allez voir les distributeurs, ça veut dire physiquement, c'est prendre le téléphone. Comment on fait pour recruter finalement ces distributeurs-là? Une fois que tu l'as fait,
j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne, et arrête-moi si je me trompe, ou en même temps, je sais pas, vous allez voir les garagistes en leur disant « regarde un peu ce que j'ai à te proposer. Comment on fait ?» Sur la région Rhône-Alpes, vous de avez fait manière comment ? véritablement itérative. On rentre un distributeur, et pour le rentrer, on est allé en voir un certain nombre. On leur a fait des démonstrations. Pendant le confinement, on a énormément contacté de distributeurs, puisque les distributeurs ont découvert les outils de visioconférence. C'était avant totalement impossible, je généralise. Il y a bien sûr des distributeurs modernes, mais c'était totalement impossible avant de le faire sans rendez-vous physique. Donc effectivement, on n'est pas une équipe très très nombreuse pour le recrutement de garagistes, de distributeurs, donc c'était beaucoup de déplacements. Le confinement a été à ce titre très très productif de notre côté, et on continue de faire pas mal de visio à distance. Donc on les sélectionne avec nos critères et on les approche en direct. Ça, c'est le propre d'une start-up qui commence, qui n'a pas de notoriété et qui n'a pas encore de demande entrante. C'est en train de venir, je vous rassure. Mais il faut aller aux clients, il faut toquer à la porte, faire de la porte froide, comme on dit, et puis les convaincre de l'utilité de ce que cette place de marché va avoir pour leur business. Puisqu'une place de marché, c'est un canal de vente. Un canal de vente, c'est une opportunité, une espérance de développement de business. Qu'est-ce qu'on propose à un distributeur ? On va le voir, on dit, voilà, on regarde le produit, en général c'est assez convaincant, et puis ensuite on lui explique que notre modèle de business, il est tout simple. Le distributeur paye une commission quand il vend une pièce, et quand il vend rien, il paye rien. Voilà, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de coût fixe, etc. Du coup, c'est une force de vente. No pay. Voilà, exactement. Il n'y a pas de risque. Exactement. Donc c'est une force de vente, un canal de vente rémunéré strictement à la performance. Voilà. Bien souvent, des distributeurs se posent la question, j'aimerais bien faire du développement commercial dans telle zone, mais bon, il faudrait que j'embauche un commercial, j'ai pas les moyens, etc. Donc c'est une façon de variabiliser un coût commercial. Pourquoi ? Parce que derrière Partacus, au-delà de la plateforme technique web et application mobile, il y a une équipe commerciale. Notre modèle de développement commercial à nous, c'est de mettre sur le terrain des vendeurs. On a des vendeurs en France et en Espagne qui sont Partacus, qui sont des salariés de la société et qui travaillent à construire et activer la communauté de garagistes Partacus. On a aussi un call center qui fait de la pré-qualification pour que les visites soient le plus productives possible, qui fait de l'activation également, des campagnes d'information, etc. Tiens, on a rentré un nouveau distributeur, etc. Bref, de l'animation de communauté. Et puis un marketing digital qui est absolument et quasiment à 100% tourné vers ce travail de communauté de garagistes. On tient beaucoup à la communauté de garagistes chez Partacus. Spartacus, c'était un gladiateur qui a levé une armée. Génial, tu prends la parole sur le sujet, je voulais dire, mais attends, mais raconte-nous l'histoire de ce nom. Tu voulais en parler ? Bah évidemment. Spartacus, le gladiateur qui s'est élevé contre l'Empire romain. Gladiateur, donc tout petit, un gladiateur, c'est un rien. Ah oui, c'est au-dessus de l'esclave, quoi. Et justement, il a levé des esclaves, des artisans. Il avait levé une armée de tous ces petits, de tous ces faibles qui se sont élevés contre l'Empire romain. Alors, on n'ira pas jusqu'au bout de l'histoire parce que malheureusement, cette révolte a été mise à mal et dans le sang. Donc, j'espère qu'on finira mieux que Spartacus lui-même. Mais je vous engage à regarder notamment la version avec Kirk Douglas, le regretté Kirk Douglas, qui est magnifique. Donc, pourquoi le nom ? C'est ce qu'on veut faire. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui menace ? Attends, avant que tu vas y aller, je reviens sur le nom pour le finir. J'y viens. Ah ok, d'accord. J'y viens. Qu'est-ce qui menace notre marché ? Qu'est-ce qui menace le garagiste ? Et qu'est-ce qui menace la filière de la distribution de pièces ? C'est Amazon, Alibaba et les autres, donc ces grands désintermédiateurs. Pourquoi ? Parce qu'Amazon, Alibaba, je vise personne, mais leur modèle, c'est de désintermédier. Un garagiste, aujourd'hui, pour commander une pièce, il n'appelle pas Valeo, il appelle son distributeur qui lui-même appelle sa plateforme logistique, qui elle-même appelle sa plateforme nationale, qui elle-même appelle sa plateforme européenne, qui elle-même appelle Valeo. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs entre lui et l'équipementier, et donc forcément, chaque acteur prend sa marge. Donc au global, entre le prix équipementier et le prix garagiste, il y a un coussin de marge très important. Quand Amazon voit ça, Amazon se dit, chouette, une belle opportunité à proposer aux garagistes des prix bien plus bas si je vais sourcer directement à la source, c'est-à-dire à l'équipementier. Donc c'est ce que propose aujourd'hui, d'ailleurs Amazon, je ne veux pas en faire la publicité, mais un certain nombre de garagistes commandent aujourd'hui sur Amazon, ils le faisaient avant sur Oscaro, ils le font maintenant sur Amazon. Sur Amazon, ils ont la possibilité d'avoir un compte pro en plus, qui leur permet d'avoir une facturation de fin de mois, donc c'est possible. La seule différence, c'est que quand un consommateur en B2C attend sa pièce dans 48 heures et c'est parfaitement acceptable,
Et pour un garagiste, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que le garagiste, son enjeu à lui, et c'est pour ça qu'Amazon se développe pour l'instant peu sur la cible des garagistes, enfin, ils sont en train de construire des entrepôts un peu de partout, c'est qu'ils ne sont pas aujourd'hui capables de livrer les 36 000 garagistes français en moins de 2 heures. Donc l'attente clé du garagiste, qui est la rapidité de livraison, ces acteurs-là sont aujourd'hui pas encore capables de l'apporter. Mais ils investissent. Donc nous, notre enjeu, c'est de dire, on veut absolument défendre le garagiste dans la proposition de service qui lui est faite aujourd'hui. Je mets juste une pause, tu vas continuer. C'est pour nos auditeurs, là. En fait, pour bien comprendre les enjeux de la livraison ultra rapide, je pense que vous êtes nombreux, comme moi, à avoir déposé votre voiture chez le garagiste pour un problème mécanique et qui vous appelle à 16h en vous disant « Monsieur, madame, je devais vous la rendre à 17h et malheureusement, je n'ai pas la pièce. J'espère l'avoir demain. Il y a une rupture de stock. » Qui n'a jamais vécu ce genre d'expérience? C'est juste pour remettre, c'est-à-dire que c'est du B2B, mais les conséquences, c'est du B2B2C. Absolument. Hein. Donc nous autres qui ne sommes pas concernés par l'écosystème garagiste-distributeur, finalement, en tant que particulier, on peut être amené à subir les conséquences de tout ça. Donc, c'est le cauchemar pour le particulier dans ce cas, et c'est le cauchemar pour le garagiste. Oui. Mettez-vous à sa place. Alors vous lui en voulez à lui, ouais. Alors que potentiellement il n'en est pas responsable. Bien souvent d'ailleurs il vous dit qu'il n'est pas responsable, mais c'est un cauchemar pour lui, à plus d'un titre. Il est obligé de faire de l'insatisfaction chez son client parce qu'appeler à 16h alors que vous croyez avoir votre voiture à 18h, c'est quand même un vrai gros problème. Ça désorganise votre garage. Vous n'avez pas la place de garder des voitures toute la nuit. Ça vous empêche de travailler sur la voiture qui suit, etc. Ça vous oblige à faire en sorte que votre technicien y revienne le lendemain alors que c'était peut-être son jour de repos, etc. Enfin, c'est un cauchemar pour toute la chaîne. Donc Amazon n'est pas capable de finalement faire cette proposition de valeur, au moins à date. On est le 7 octobre 2020 quand on enregistre. Exactement. Ils n'en sont pas capables. Donc, or, la chaîne de distribution aujourd'hui en est capable. Profitons de cet instant où la distribution traditionnelle, aujourd'hui, est capable de résister sur ce sujet à Amazon. Je dis bien Amazon a un avantage du marché. Cet avantage du marché, il peut disparaître si la logistique d'Amazon s'améliore et Amazon est le meilleur logisticien du monde et va continuer d'investir. Et c'est un marché qui l'intéresse, la pièce, puisque précisément, il y a un coussin de marge pour faire de la désintermédiation et donc de réduire les prix pour le client. Donc, c'est aujourd'hui, et là c'est vraiment un appel à l'ensemble de la distribution, c'est-à-dire que certains distributeurs aujourd'hui ne voient pas le risque Amazon, parce qu'Amazon n'y arrive pas encore aujourd'hui très, très significativement. C'est un risque qui va arriver très rapidement si collectivement, si nous ne nous organisons pas pour être en mesure de résister digitalement, en termes d'offres produits et en termes d'offres de services à l'arrivée de des intermédiaires. Donc c'est ça le combat de Spartacus. C'est d'arriver à lever. Alors pourquoi cette image de lever des petits, l'armée des petits face au grand empire? Alors le grand empire, vous l'avez compris, c'est des intermédiaires, c'est des grandes plateformes comme Amazon ou Alibaba. Et les petits, c'est le petit distributeur de proximité. Parce que je peux vous dire que si Amazon émerge demain, celui qui va souffrir le premier, c'est pas le grand groupe dont on parlait au début de l'interview qui peut tenir face à une baisse de son activité. C'est ces petits distributeurs indépendants de proximité qui sont aujourd'hui synonymes de service aux garagistes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si Amazon réussit à affaiblir ces entreprises, au-delà même de l'impact sociétal, on peut en parler, évidemment c'est mon ensemble de valeurs, sur la protection de l'emploi, etc. Mais ce n'est pas un discours poujadiste que je tiens, c'est le garagiste et son niveau de service qui vont en souffrir à la fin. Donc nous, notre combat, c'est le garagiste. Notre combat, c'est que le garagiste continue de pouvoir bénéficier du niveau de service qui existe aujourd'hui sur le marché. Spartacus n'est pas disruptif à ce titre. Spartacus s'appuie sur ce que le marché propose déjà. Simplement, par la technologie, en le rendant exposé, en l'exposant, en le rendant accessible plus facilement aux garagistes. C'est tout simple. C'est une proposition de valeur simple. C'est une marketplace responsable. Moi, je crois beaucoup à l'arrivée, à l'ère de la marketplace responsable. C'est un mot un petit peu fourre-tout, responsable. Écoute, c'est bien que tu parles de responsabilité parce qu'effectivement, c'est très clair. Donc pourquoi, juste pour conclure dessus, le S de Spartacus, il a disparu? Parce que part en anglais veut dire pièce automobile. C'est le petit jeu de mots. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Donc Spartacus, la proposition de valeur est claire. On l'a évoqué au début de l'interview, cette notion de commerce circulaire, de re-commerce,
On l'a bien vu en tant que consommateur, le confinement a été un accélérateur de tendance, de vouloir consommer local, de vouloir consommer mieux. Les sujets RSE sont à l'ordre du jour un peu partout. Le greenwashing est définitivement fini. C'est-à-dire que si tu le fais, tu te fais taper sur les doigts, mais en 2 secondes, tu as un retour de manivelle violent. L'économie circulaire dans le monde de la pièce détachée, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a des peurs potentielles? On imagine, hein, on dit une voiture, c'est quand même... il y a des notions de sécurité qui vont avec l'utilisation d'un véhicule qui sont fortes. On veut avoir des bons pneus, on va avoir des bons freins, on va avoir... donc, parle-nous un peu de tout ça, parce que c'est un sujet en fait aussi que vous adressez. Alors ça, c'est un vrai cheval de bataille qui nous importe beaucoup. Juste avant de parler des pièces issues de l'économie circulaire, sur le local. Parce que finalement, l'économie locale, l'économie circulaire participent de la même notion de responsabilité qu'on se donne, de marketplace responsable. Le local, vous l'avez compris, je vais dire, c'est presque choisir des acteurs locaux, c'est presque une conséquence de l'attente du client en réalité. L'attente du client, c'est de la rapidité de livraison. Donc on ne peut pas avoir une place de marché qui va chercher des pièces en Hollande, en Allemagne, en Pologne, etc. C'est juste pas possible si on veut traiter la demande du client. Donc je ne veux pas me draper du costume de l'écolo de service. C'était pas notre objectif de départ. Notre objectif de départ, c'est le service au client. Et il se trouve que la conséquence, et prenons les conséquences quand elles sont positives, c'est que du coup, les acteurs qu'on expose sur la place de marché sont des acteurs locaux. Donc des acteurs de proximité. C'est donc une place de marché de proximité. Ça, c'est un premier point. Sur l'économie circulaire, qui dit place de marché responsable, dit aussi la mise en place et la mise en avant des pièces issues de l'économie circulaire. Plusieurs types de pièces et de produits dans le garage, avec des lois qui encadrent et qui imposent d'ailleurs aux garagistes aujourd'hui en France, et la France est en avance sur d'autres pays en Europe, c'est à noter d'un point de vue législatif. C'est un garagiste, il doit vous proposer, si vous avez un alternateur à changer, il doit vous proposer une pièce issue de l'économie circulaire. Or aujourd'hui, la réalité, c'est que le garagiste, dans trop de cas, il ne vous le propose pas. Et il ne vous le propose pas parce qu'il est malhonnête ou un mauvais professionnel, hein, et je ne veux vraiment pas jeter la pierre au garagiste dans ce cas. Il n'est pas capable, dans bien des cas, de respecter la loi, qui consiste à proposer une pièce issue de l'économie circulaire sur un certain nombre de familles de produits. Parce que le sourcing n'existe pas. Que le sourcing n'existe pas, ou alors il n'est pas suffisamment accessible pour ce garagiste. Ça, c'est un premier point. Donc accès à l'information et accès aux offres qui sont structurées par des acteurs qui deviennent de plus en plus professionnels sur le retraitement des pièces. On y reviendra. L'autre raison, c'est qu'il n'a pas confiance dans la qualité de la pièce. Vous êtes mignon, mais moi, vous montez un alternateur qui a été démonté sur une voiture hors d'usage. J'engage ma responsabilité de professionnel. Si l'alternateur, au bout de 15 jours, il pète, vous venez me voir et vous me présentez le truc en disant « Attendez, j'ai une garantie pièce et main d'œuvre, vous me refaites le truc avec une pièce neuve, etc. » Moi, j'y perds ma chemise. Donc, il y a aussi un grand doute, une grande crainte des professionnels à l'utilisation de ce type de pièces. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aider les garagistes. Il y a une loi qui existe. Alors, on pourrait leur dresser des amendes et des procès-verbaux à chaque fois qu'ils ne proposent pas la pièce. Il faut les aider sur ces deux leviers. Le premier levier, c'est l'accès à l'information. Donc, dans Partacus, on intègre des vendeurs de pièces issues de l'économie circulaire. Et c'est qui ceux-là? C'est quoi? C'est des casseurs? Des casseurs. Le mot casseur, aujourd'hui, est remplacé pudiquement par le terme de centre VHU, qui est traitement des véhicules hors d'usage. Ces centres VHU, vous avez... vous passerez l'expression, à boire et à manger sur le marché français, comme sur le marché européen d'ailleurs. Vous avez la casse à l'ancienne, celui qui va simplement entasser des véhicules dans un parking et proposer à ses clients de venir et de démonter ce qu'ils veulent sur un parking et quasiment payer au poids à la sortie. Ça, je ne vous cache pas que ce n'est pas des acteurs qui nous intéressent très sincèrement. Et très sincèrement, je ne suis pas sûr qu'ils demeurent très longtemps sur un marché très réglementé, notamment sur la pollution, etc., qui va forcément chasser ces mauvais professionnels du marché. En revanche, il y a tout un pan de ces acteurs ex-casseurs, centre VHU, qui se sont fortement structurés à la fois sur les process de déconstruction et de recyclage des pièces, avec des démontages, avec la dépollution qui est bien sûr imposée réglementairement, avec des outils et des chaînes. Certains sites, c'est assez marrant à visiter d'ailleurs, vous voyez une chaîne d'assemblage de voitures à l'envers.
Hein, c'est vraiment une chaîne de déconstruction, c'est presque une chaîne d'assemblage. C'est-à-dire que la voiture avance toute seule sur un tapis, Elle avance toute puis seule. elle est désossée au fur et à mesure. Exactement. De manière à valoriser au maximum les pièces ou les déchets, etc. Et puis, dernier point, et ce qui nous intéresse beaucoup, les centres VHU commencent à se structurer pour structurer une offre de pièces. C'est-à-dire qu'une pièce, vous la démontez, il faut être capable de la reconditionner, de la mettre en vente, donc de définir son prix, de définir ses applications. Ça, c'est une pièce qui va sur tel et tel véhicule. On en revient au sujet de la documentation technique et de l'identification. Bref, tout ça, seuls certains bons professionnels sont capables de le faire aujourd'hui, et c'est cela qui nous intéresse. Alors, cela, c'est très intéressant, et on est d'accord pour dire que on a des réseaux de recyclage qui, eux, ne sont pas locaux, mais bien nationaux. Enfin, on n'a pas un maillage de ces recycleurs qui est le même que pour les distributeurs. Donc, quand le garagiste, il propose une pièce de l'économie circulaire, il y a aussi un temps qui ne va pas être le même. Mais en fait, la réalité, c'est que les centres VHU, il y en a partout. D'accord. Vous avez plus de 1000 centres VHU en France. Et alors, pas tous des bons professionnels, comme je viens de les décrire. La réalité, c'est que le stock des pièces issues de l'économie circulaire, il est totalement réparti sur le territoire. D'accord. Et donc, l'un des enjeux, c'est parce que vous êtes un garage à Reims, vous n'avez pas forcément une casse à Reims qu'à la pièce dont vous avez besoin. Et la pièce dont vous avez besoin, elle est peut-être dans une casse à Marseille. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à finalement mettre en réseau ces différents centres indépendants et exposer leur offre où qu'elle soit. Et effectivement, une casse à Marseille peut tout à fait envoyer sa pièce à Reims, c'est pas un problème, si le garagiste de Reims est capable d'attendre une journée pour l'avoir. Donc, charge à nous d'exposer cette offre auprès des différents garagistes. Ça, c'est pour la pièce d'occasion. Ouais. J'insiste sur un sujet, la pièce d'occasion, c'est pas ça qui va régler le deuxième problème des garagistes, qui est la confiance dans la qualité de la pièce. Parce que la pièce d'occasion, elle a un état, ok, le bon état, très bon état, moyen, etc. Mais la réalité, c'est que le garagiste, il engage quand même sa responsabilité. Donc, il y a d'autres types de produits qui existent sur un certain nombre de catégories de produits, sur les moteurs, les boîtes de vitesse, l'injection, qui sont des pièces chères, les turbos, etc. Ça s'appelle le remanufacturing. Et ça, alors pour le coup, c'est assez, pour certaines catégories de pièces, peu connues par les garagistes. Là, tu me parles en fait du concept de back market. C'est l'échange standard. C'est même, c'est ça. On parle de reconditionnement des téléphones, par exemple. Ouais, c'est ça. Là, on est sur quelque chose qui va encore plus loin que le reconditionnement des téléphones, puisque c'est encadré par le Code de la consommation. Là, le remanufacturing, l'échange standard en français, c'est la remise à l'état neuf du produit. D'une pièce usagée. Je vous prends l'exemple d'un moteur. On a un remanufactureur de moteurs basé en Mayenne qui est connecté dans Partacus et qui prend un bloc moteur d'une voiture d'occasion et qui le rénove à un niveau qui permet de le revendre as good as new, encore un anglicisme, hein, dans l'état du neuf au sens de l'équipementier lui-même. L'échange standard, il est défini par la loi comme étant une remise à l'état des normes du fabricant d'un produit. Donc comment vous faites ? Je prends l'exemple d'un injecteur par exemple. Un injecteur, il y a des parties dans l'injecteur, c'est fait de plein de petites pièces différentes. Il y a des parties qui s'usent et des parties qui ne s'usent pas. Vous gardez les parties qui ne s'usent pas, le corps qui est en acier, etc. Et vous changez les pièces, la petite buse, les petites bobines, les petits ressorts, etc., les joints, qui eux s'usent. Si vous changez ça et que par ailleurs, vous avez le process, c'est de l'industrie, hein, on parle d'industrie, vous avez le process industriel qui permet de remettre aux normes du fabricant l'injecteur, vous pouvez remettre sur le marché un injecteur neuf à prix remanufacturé. Donc vous divisez par deux à peu près le prix par rapport au produit neuf. Hyper intéressant. Et ça, et ça c'est très important pour le garagiste, une garantie du remanufactureur baquée, supportée par le fabricant. Puisque vous avez respecté les normes du fabricant, le fabricant lui-même apporte sa garantie. Donc c'est intéressant. Il se vend aujourd'hui sur le marché français des injecteurs remanufacturés, garantie 2 ans, 60 000 km. Donc il n'y a aucun problème. Le garagiste n'a aucun risque à monter ce type de produit. Et en plus, il offre
à son client final la possibilité de changer, c'est jamais une bonne nouvelle, hein, de changer les injecteurs, ça va par 4 en plus. C'est jamais une bonne nouvelle, ça coûte 250 euros l'unité, hein, sur des petites voitures. Donc ça offre la possibilité au conducteur de réparer sa voiture sans que la douloureuse soit trop forte. Hyper intéressant, ça j'étais pas du tout au courant. Merci pour ces explications. Avant de conclure, c'est quoi les next steps pour Partacus? C'est quoi? C'est l'élargissement du nombre de distributeurs et de garagistes embarqués en France sur la marketplace. Tu as cité l'Espagne, donc on est en train de comprendre qu'il y a aussi une activité cross-border, enfin du moins un déploiement à l'étranger de Partacus. Mais pas cross-border. Mais pas cross-border. Les en fait, produits il passe pas ne la crossent frontière. pas les borders. Les borders. Il passe pas. C'est une déformation en fait qui vient de mon passé. On s'attache les services de distributeurs Voilà, locaux en Espagne aussi. C'est le déploiement en local, Voilà. donc une localisation de Partacus en Espagne. C'est quoi donc en fait les enjeux à court terme et à plus long terme, moyen terme? Donc c'est de déployer la France et l'Espagne de manière nationale. Aujourd'hui, on est présent en France dans certaines régions, en Espagne dans certaines régions. Donc c'est étendre le déploiement en commençant par la constitution de l'offre et ensuite en déployant auprès des garages. Le cross-border, je reprends le sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une plateforme technologique qui est absolument internationale. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut se lancer demain dans n'importe quel pays, au moins européen sur la partie parc automobile, et puis en intégrant d'autres données sur n'importe quel pays. Donc, parce que les data, la base de données, hein, elle est européenne. Elle est européenne. Donc, si on veut aller en Amérique du Sud, aux États-Unis, il faudra qu'on intègre d'autres data, mais on a le moteur. Donc, c'est d'un point de vue strictement d'infrastructure et de moteur digital et IT, on est par essence mondial. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on a développé depuis 3 ans le produit. Notre next step immédiat, c'est de prouver et de valider la pertinence de notre business model en France et en Espagne. C'est notre vraie priorité. L'Italie est positionnée pour l'année prochaine en lancement. On a déjà un pilote en Italie, en fait. Un gros pilote, puisqu'il y a 1200 garages qui utilisent la plateforme en Italie. En France, mais vous en avez combien? Un peu moins, on en est à 800 là aujourd'hui. On a commencé en juin. Et 500 à peu près en Espagne. Les 1200 d'Italie datent d'un peu plus longtemps, puisqu'en fait, on a testé depuis 2 ans le produit et continué de développer en fait en lien avec un distributeur. Donc on n'est pas en marketplace en Italie, c'est un peu particulier, mais c'est notre laboratoire qui nous a permis de développer cette place de marché et les fonctionnalités et qui nous permet de dire aujourd'hui, Partacus, c'est un produit développé par des distributeurs et des garagistes pour des distributeurs et des garagistes. 2021, c'est demain, on est d'accord. Ouais. Donc ça veut dire que globalement, à court terme, c'est France-Espagne, Italie. National et Italie en milieu d'année prochaine, en commençant la marketplace en Italie. Donc en élargissant le nombre d'acteurs engagés sur ces places de marché. Toute dernière question, Partacus, ça a été créé par qui? Comment? C'est indépendant? C'est quoi la genèse? T'es pas tout seul? Non, on a Vous avez commencé levé des l'aventure. fonds, oui, bien sûr, on a commencé l'aventure à 3 profils très différents. De ces 3-là, 2 sont aujourd'hui dans l'aventure. Donc Jean-Michel, qui est l'ancien directeur général d'Oscaro. On avait également avec nous Walter, qui vient d'un constructeur, Renault, et puis moi qui venais de chez Speedy. Donc tu vois déjà les 3 différentes visions du même marché qu'on a pu apporter. Et c'est vrai qu'avec Jean-Michel aujourd'hui, donc ancien patron d'Oscaro, on a une approche très très complémentaire pour développer le digital, l'Oscaro B2B, enfin on peut appeler ça comme on veut, avec une vraie attention aux garagistes qui était plutôt mon background. Donc ça c'est notre initiative avec l'idée d'apporter ce type de produit au marché, de ce type de service aux garagistes. Et puis ensuite on est allé chercher comme tout le monde, on est allé chercher des fonds, on en a trouvé. Dans la phase de build de notre application, on a été soutenu notamment par l'Alliance Renault-Nissan qui depuis 3 ans, pendant 3 ans nous a soutenus. Et on a, on va dire, sur un mode de participation de projet, voilà. Et puis ensuite, l'Alliance a eu les problèmes qu'on sait. Donc il nous a fallu nous retourner vers d'autres acteurs et on a levé des fonds auprès de Renault. Alors c'est pas très éloigné de l'Alliance Renault-Nissan, hein, vous l'aurez compris. Et donc Renault aujourd'hui est notre principal actionnaire. Ces fonds ont été levés en début d'année. Donc on a aujourd'hui de quoi voir l'avenir et tester et surtout le temps de valider un business model qui en nécessite
Le business model, c'est le garagiste paye rien et le distributeur paye seulement quand il vend. Hein. Donc vous imaginez qu'il nous faut du volume, il nous faut une communauté de garagistes qui commandent beaucoup, qui commandent plein de produits différents, des pièces d'origine, des accessoires, des outils, des équipements de garage, etc. auprès de vendeurs différents. Et c'est comme ça qu'on arrivera à construire un modèle autoporteur d'un point de vue financier. Bon, écoute, Julien, merci mille fois de nous avoir en fait expliqué un monde qui... on le connaît sans le connaître. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entre nous, on a des voitures, donc on connaît un petit peu ça. Mais la relation, l'organisation qu'il y a derrière, B2B, ça a été une vraie découverte pour moi, j'espère pour vous aussi qui nous écoutez. Donc merci mille fois de nous avoir partagé ça. Bonne chance et déjà bravo et bonne chance pour la suite avec les challenges en France, en Espagne puis en Italie. Merci à Comme Exposium qui coproduit ce podcast. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire au travers de LinkedIn ou du site lesdigitaldoers.com. Si vous écoutez via Apple Podcast, merci de mettre 5 étoiles, c'est important. Et vous pouvez laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Julien, merci encore. Et puis à très bientôt. Hein. Merci de ton accueil. Salut.